bonsoir tout le monde et bienvenue à notre webinaire de ASHI International Committee. Notre invité d'honneur aujourd'hui est le professeur Asma Rsa qui vient du Maroc et va nous parler des opportunités et défis de la greffe des cellules souches hématopoïétiques au Maroc. Mais avant de passer la parole au professeur Rsa, j'aimerais bien vous introduire ce que nous faisons à ASHI. Et donc, permettez-moi de partager avec vous mon screen. Voilà, ASHI, le comité ASHI international est une comité faite de membres volontaires. Elle est présidée par Dr. Salih El-Fishawi de l'Égypte et Dr. Uma Kanga de l'Inde. Et on a des agents de liaison de board, Doreen et Heather, et puis nous avons nos administrateurs, Mandy et Cathy, qui siègent aussi au siège social, et puis un bon nombre de membres volontaires. Alors, le comité est composé de membres d'un peu partout dans le monde, comme vous voyez ici, de Nord-Amérique, Sud-Amérique, de l'Afrique de l'Est, de Moyen-Orient, de l'Inde, et puis de l'Australie et la Chine. Et puis, nous avons ici le Guatemala et le Japon. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de représentants de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Europe ou de l'Asie du Nord. Alors, le comité international ASHI représente la main tendue d'ASHI auprès des membres internationaux pour aider, collaborer et partager les connaissances et expériences dans le domaine de l'histocompatibilité immunogénétique. Le comité vise à promouvoir ASHI à l'échelle internationale et à stimuler un engagement actif avec les membres internationaux dans le cadre de la mission et de la vision de ASHI. Le comité a été établi pour la première fois en mai 2020, donc en pleine pandémie, et les objectifs du comité sont structurés en 4 catégories principales. C'est la sensibilisation, l'éducation, l'accréditation et approche à faible revenu. Donc, dans ces 4 créneaux, ASHI Comité international a travaillé beaucoup dans le volet de l'éducation en facilitant le changement de certification, promouvoir le mentorat des technologistes et des spécialistes et des directeurs en formation, et puis a fait des événements en conjoint avec d'autres sociétés. Dans le volet accréditation, nous travaillons aussi avec le programme de Proficiency Testing pour aider à améliorer la participation et réduire les problèmes douaniers et réglementaires dans des pays internationaux. Et puis, on travaille sur la conception d'une piste d'accréditation pour les laboratoires internationaux et promouvoir les normes de qualité de HI à travers les événements éducatifs et conférences. En ce qui concerne les sensibilisations, on a fait pas mal de webinaires l'année passée dans différentes langues, anglais, français, arabe et chinois et en hindou. Et puis, on a fait des sondages pour évaluer les besoins des membres internationaux. On a fait des questions informelles aux conférenciers. On a fait des réceptions internationaux durant le congrès annuel de HI. Et puis, en ce qui concerne l'approche à faible revenu, on a demandé de réduire les frais d'adhésion pour les membres internationaux à faible revenu et puis indemniser les voyages pour HI, Congrès international. Donc, HI par votre langue, c'est une idée qui a émergé d'un sous-comité des webinaires dont moi-même est membre. Et on a Dr. Uma Ganga et puis Monsieur Mohamed Asif du Canada et évidemment Dr. Sadi Fishawi travailler fort pour organiser ces webinaires en plusieurs langues, l'espagnol, le français, l'arabe et le mandarin. Se produisait mensuellement, maintenant on pense bimensuel. Les liens d'inscription seront envoyés par email et sur page Facebook International Interaction, seront enregistrés et disponibles sur les sites de l'université HI. HI Université, c'est une université où on trouve toute l'information requise et nécessaire pour développer son savoir-faire
en histocompatibilité immunogénétique. L'intéressé par l'adhésion à HI, il doit aller sur ce lien pour plus d'informations. Il y a des prix réduits pour les pays à faible revenu. Et donc, pour les technologies, il y a différents prix aussi que les directeurs. Vous avez une idée de webinaire, vous êtes intéressé de présenter un webinaire, vous contactez Info HIH. Là, on est ouvert et à toutes les suggestions et à toutes les recommandations. Alors, notre prochain webinaire international, ça va être en arabe. Ça va être vers la fin du mois de mai. On est en train de discuter avec le modérateur et le présentateur. Alors, pour vous présenter, professeur Esma Qsar, elle n'a pas besoin d'être, elle est bien connue au niveau du Maghreb et en France et dans le WHO. C'est l'ancien c'est le chef de service d'hématologie et des greffes de cellules souches hématopoïétiques à l'hôpital universitaire Cheikh Zayed. Elle est professeure attachée à l'Université internationale Aboul Kaïs des sciences de la santé Rabat, Maroc, professeure d'hématologie de la faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca, Université Hassan II depuis 1996. L'ex-directrice de CHU Ibn Rushd Casablanca, chef de service hématologie et d'oncologie pédiatrique, vice-doyenne chargée de la recherche à la faculté de médecine de pharmacie de Casablanca. And so on, elle a pas mal, un grand nombre de publications. Elle est membre de plusieurs sociétés académiques comme HEA et WBMT. Elle est à l'origine de la mise en place de programmes d'allogreffe à Casablanca et dernièrement à l'hôpital universitaire Cheikh Zayed. Alors, sans tarder, je donne la parole au professeur Qsar pour nous présenter sa présentation sur l'opportunité et les défis de la greffe des cellules souches hématopoïétiques au Maroc. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette gentille introduction. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Oh, pardon. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et très honorée pour cette invitation. Et je remercie le comité HI et tout particulièrement Dr Chintoufi pour cet honneur qu'ils me font. Je vais essayer à travers les 30 minutes à venir de vous parler un petit peu de la greffe des cellules souches hématopoïétiques au Maroc, des opportunités et des difficultés comme proposé par Dr Chintoufi. Vous avez mes déclarations. Pour justement aborder ce sujet, je vais passer en revue, si vous le permettez, quelques chiffres du Maroc pour comprendre un petit peu l'état des lieux, l'état de la transplantation en général au Maroc et je parlerai, je dirai un petit mot de la législation, puis je m'attarderai sur les autogreffes au Maroc, que ce soit les autogreffes et les allogreffes, et puis parler un petit mot de perspective et de défis. Bien sûr, l'échange avec vous, j'espère qu'il sera très riche. Alors, la population du Maroc frôle un petit peu les 35 millions. C'est une population qui reste jeune dans la mesure où 65% de cette population a moins de 30 ans. Toutefois, l'espérance de vie augmentant fait que bientôt nous allons être confrontés à une population âgée. Et bien sûr, la population âgée nécessite aussi une infrastructure et des soins adaptés. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'analphabétisme dans la mesure où 37% de la population est analphabète, et tout particulièrement dans les zones rurales. Pour ce qui est de la santé, eh bien, nous avons, la santé représente 5,3 du PNB
Et ce qui reste faible, si on devait comparer à la Tunisie, qui est un voisin dans la même région, ils sont à 6,3. Certainement, ces chiffres vont être revus à la baisse parce que le Maroc est en train de l'assurance maladie et par conséquent augmenter les dépenses par habitant. Il y a un autre problème, c'est celui du nombre de la population médicale dans la mesure où nous avons moins de 25 000 médecins, ce qui représente à peu près 5 pour 10 000 habitants, ce qui est là aussi très faible. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de facultés de médecine qui sont ouvertes. Nous sommes à 9 facultés actuellement, dont 2 facultés privées. On essaye d'avoir pour chaque région du Maroc une faculté de médecine et l'objectif est de former 3 300 à 3 500 nouveaux médecins par année pour augmenter justement cette population. Et d'ailleurs, il y a une loi au Maroc qui va permettre de recruter des médecins étrangers pour venir s'installer au Maroc pour justement répondre aux besoins de la population. Alors, l'hématologie est une population jeune, l'hématologie en général est une population jeune au Maroc. Ça a commencé en 1980. Il y a à peu près 150 lits dédiés à l'hématologie, dont une trentaine pour la greffe, toute greffe confondue, bien sûr auto- ou allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Et comme vous le voyez sur la carte, c'est essentiellement au nord et dans les grandes villes qu'il y a. En fait, l'hématologie, c'est dans les services, dans les CHU, là où il y a des centres hospitalo-universitaires, parce que c'est une spécialité qui est coûteuse, et puis dans les villes où il y a un pouvoir d'achat, parce que ça s'est développé dans le privé énormément. On a à peu près 50% de la communauté d'hématologues qui est installée en ville. Il n'y a pas de registre dédié aux hémopathies malignes, mais nous avons un registre du Grand Casablanca des cancers depuis 2004. Ce registre est considéré suffisant pour avoir ce qui se passe dans toute la population parce que Casablanca est une grande métropole et qui représente plus de 12% de la population marocaine. Et à côté de ça, il y a des sociétés académiques. Une pour l'adulte, c'est la Société marocaine d'hématologie, et une autre, c'est la Société pour les enfants, pour l'hématopédiatrique et pour l'oncologie pédiatrique. Alors, qu'en est-il des cellules et des greffes, des cellules souches hématopoïétiques et de la transplantation en général? On sait que c'est une procédure qui est salvatrice, certes, mais qui est coûteuse et complexe pour des pays où l'infrastructure ne suit pas. C'est une procédure qui est nécessaire aujourd'hui pour améliorer la qualité des soins. Elle va permettre certainement d'améliorer la qualité de vie et la survie. Au moment où il y a plus d'1 million de greffes qui ont déjà été réalisées dans le monde, on voit qu'il y persiste encore des écarts considérables entre les continents. Et bien sûr, je vais m'intéresser au continent africain. Et comme vous le voyez sur la carte, il y a malheureusement que 6 pays où la greffe est réalisée au jour d'aujourd'hui. Donc, vous imaginez qu'il y a un besoin qui est important et bien sûr, nous avons pour l'Afrique du Nord,
Donc, il y a l'Algérie et la Tunisie qui ont commencé beaucoup plus tôt que le Maroc, je crois à partir de 1998, et même les chiffres sont nettement importants par rapport à la situation actuelle. Alors, justement, pour la région MENA et l'Afrique, donc dans le Middle East et pour toute l'Afrique, eh bien, sur l'ensemble des greffes réalisées dans le monde, il n'y a que 3% qui sont réalisés sur le continent africain. Vous le voyez sur le tableau, la moitié à peu près réalisée en Europe, 30% dans les États-Unis, en Asie, 20% des autogreffes. Et donc, vous voyez que les disparités sont encore très, très importantes. Et comparativement, là aussi, si on voit la région Middle East et Moyen-Orient, eh bien, il y a les pays du Golfe qui y ont une densité plus importante et qui en font par rapport à l'Afrique du Nord et au reste de l'Afrique. Et ceci pour le corroborer aussi, si nous comparons les chiffres de liste méditerranéenne bone marrow transplant comparé à l'EBMT, eh bien, vous voyez le nombre de centres et en tout cas, les chiffres du tableau parlent d'eux-mêmes. Il y en a 14 pour le BNT, alors qu'en Afrique, en Europe, vous voyez le nombre de centres par pays, le nombre de centres par million, par 10 millions d'habitants, et également, et encore sur cette étude, il n'y avait que les statistiques concernant l'autogreffe. Eh bien, il y a seulement 35%, 36,5% exactement, d'autogreffes qui sont réalisées dans la région MENA. Et donc, vous voyez, le gap, il est considérable et il y a beaucoup de travail à faire pour justement. Alors, je vais vous donner quelques chiffres de la transplantation en général au Maroc. Certainement, ça nous intéresse et surtout que nous sommes avec une société d'histocompatibilité. Alors, la greffe de rein a commencé au Maroc à partir de 1990 et c'était les premiers par une équipe marocaine qui avait fait. En fait, la première greffe avait été faite en les années 1985, mais c'était avec des équipes américaines. Et il y a eu quelques tentatives, mais les premières par des staffs marocains, c'était en 1990. Au jour d'aujourd'hui, il y a 7 centres greffeurs et vous voyez que ces centres ont pu faire un peu plus de 600 greffes. Dans la majorité, a été réalisée dans le CHU de Casablanca, 46%. L'ensemble, et ça aussi c'est un problème que rencontrent nos amis greffeurs du rein, c'est qu'ils travaillent à partir des donneurs vivants. Dans la mesure 98% des cas ont été réalisés à partir d'un donneur vivant. Les greffes cadavériques ont commencé, mais ça pose encore beaucoup de problèmes et il y a à peu près une vingtaine de cas qui ont été réalisés, beaucoup de difficultés dans la sensibilisation, dans la sensibilisation aussi bien du staff médical que les familles et donc il y a beaucoup de travail à faire sur ce côté-là. Les autres greffes d'organes, alors la cornée se fait en routine, je dirais. Il y a à peu près plus de 200 greffes réalisées chaque année.
En fait, les greffons sont importés de l'étranger, des États-Unis exactement, ce qui revient assez cher pour la population avec des contraintes d'importation. Et pour le foie et les cœurs, eh bien, c'est encore au stade de balbutiement. Alors, on arrive à la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Ce type de greffe a commencé à partir de 2004, où l'activité a commencé à Casablanca, dans la mesure où c'était le centre le plus grand d'hématologie. C'était grâce aussi à la contribution d'ONG et de volonté d'individus, je dirais plus qu'un programme national. À partir de 2009, étant donné le besoin et comme il y avait une loi qui a autorisé la réalisation des autogreffes dans les structures privées, donc a commencé l'autogreffe dans les structures privées, pour vous dire qu'aujourd'hui, le nombre d'autogreffes réalisés dans les structures privées, il dépasse celui réalisé dans les structures publiques. Et l'allogreffe a commencé à partir de 2010. Il y a eu 2 cas, puis suivi par les centres de Marrakech, et pour se généraliser entre Casa, en fait, les centres greffeurs, je dirais pour l'allogreffe, ils sont répartis entre Casablanca, Marrakech et Rabat. Le Maroc compte actuellement 12 centres de greffe, et la majorité sont dans le privé. Alors, après ça, il y a eu une loi, il y a une législation qui autorise et qui régule la transplantation et les tissus d'organes. C'est la loi 1698 qui a été mise en place justement pour combler un vide juridique, pour bien identifier qui peut faire, quels sont les centres greffeurs qui peuvent greffer. D'ailleurs, il y a des autorisations qui sont données par le ministère. Et en 2014, il y avait un vide juridique concernant les donneurs mineurs. Donc, un complément de cette loi pour l'article 11 pour pouvoir prélever les mineurs, et qui continue au jour d'aujourd'hui constitue un problème. Nous avons l'autorisation par le tribunal qui est donnée, mais il faut obligatoirement que le ministère lui aussi donne, ce qui retarde parce que en fait, c'est une autorisation qui est administrative et qui malheureusement des fois retarde la réalisation de la greffe. Alors, bien sûr, le besoin, il est important, et pour satisfaire les besoins de la population, la première étude et les premiers résultats avaient été publiés. C'était les greffes à partir des cas de Casablanca, c'était en 2010. Et ce qu'avait montré cette étude, c'est que la rareté, ou je dirais le peu de cas réalisés, parce que les centres continuaient à augmenter, les centres greffeurs, mais on continuait toujours à avoir un seul centre préleveur et de congélation des cellules souches à l'azote liquide. Et c'est pour cela que le besoin s'est fait, et nous avons cherché des solutions pour essayer de combler justement ce besoin. Et la première solution était de congeler sans cryoconservation, de greffer sans cryoconservation des cellules. Et ça a été le travail avec commencé les Mexicains qui avaient été pionniers dans ce domaine, ou aussi pour les mêmes raisons, ils ont commencé. Et puis la deuxième solution, parce que la cryo pouvait se faire pour les myélomes, et surtout que c'est devenu indispensable et faisait partie de la première ligne. Et là, pour les lymphomes, c'était
beaucoup plus difficile parce que le conditionnement était beaucoup plus lent et donc il y a eu la conservation à moins 80 degrés qui est venue aussi combler. Et nous avions au Maroc un petit peu été voir les Algériens parce qu'ils avaient commencé plus tôt que nous pour voir et on a réalisé des stages pour essayer de nous former à la technique et voir et pour la mise en place. En fait, ça, il y a deux protocoles. Quand il s'agit d'un myélome, ça se fait sans aucun problème parce qu'on peut conserver les cellules sous schématopoïétique à 4 degrés pendant 48 heures sans problème. Et le conditionnement se faisait sur un jour. La difficulté était plus grande quand il s'agissait de lymphome où on sait que le conditionnement classique, c'est le protocole BIM qui était réalisé sur 5 jours et c'est pour ça que il y a eu des propositions de faire des protocoles comme l'exemple que vous avez ici, celui du CBV, où le conditionnement était plus court et qui permettait de conserver les cellules pendant 5 jours avec une étude de la viabilité cellulaire qui le permettait. Et ça a été un gain extraordinaire. Je dirais que ça a permis de démocratiser en quelque sorte la réalisation de l'autogreffe et surtout que à partir des années 2000, l'autogreffe était devenue indispensable pour le myélome dans la mesure où elle permettait d'améliorer la survie des patients et la qualité de vie. Et vous avez ici un travail réalisé par l'équipe de Casablanca où on voit comparativement aux données de la littérature. Donc, sur cette série de 64 cas, la durée d'étude avait été de 24 mois, eh bien, la survie médiane était de 25 mois et on avait une survie globale de 83,5 qui était comparable aux différentes études avec une PFS quand même qui était assez honorable de 66% à peu près, sachant qu'on connaît pour le myélome, il y a beaucoup de rechutes. Le problème, alors, la deuxième technique, c'était de faire de l'autogreffe en conservant les cellules, mais cette fois-ci à moins 80, donc dans des congélateurs de moins 80. Eh bien, ça aussi, ça a été une alternative très efficace qui a permis de régler beaucoup de problèmes, et notamment celui des patients ayant des myélomes, des lymphomes, pardon. La moyenne de sortie d'asplasie était à peu près la même, de 13 jours, et l'équipement de laboratoire était beaucoup moins coûteux. La limite, c'est que les cellules avec le moins 80 ne peuvent être conservées que 12 mois maximum, et ce qui fait que ça pose problème si vous avez un patient où le risque de rechute va survenir plus tard. Donc, ça ne résolvait pas le problème. Mais toutefois, ça nous a permis de réaliser des autogreffes chez beaucoup de malades qui ont des lymphomes. Au Maroc, nous n'avons pas réalisé beaucoup de lymphomes, contrairement à ce qu'ont fait les collègues algériens en utilisant les cellules souches conservées à 4 degrés. Depuis le début, nous avons dû réaliser 2 ou 3 patients sans conservation. On a préféré utiliser la congélation à moins 80 pour partir avec un protocole BIM et pour ne pas courir de risques.
Alors, l'activité greffe, et je vous donne l'exemple. Malheureusement, je n'ai pas les statistiques, nous n'avons pas de registre de greffe et je n'ai pas toutes les statistiques, on ne les connaît pas. Et ce que je discutais tout à l'heure avec Dr. Chintoufi, si nous devions considérer les besoins en greffe au Maroc, eh bien, nous aurons besoin de quelque chose comme 1 millier à 1 200 greffes de cellules souches par année, si c'est rapporté à notre population, mais nous sommes encore très très loin de ce chiffre. On réalise à peu près entre 120 et 150 autogreffes par année. Et les allos, là aussi vous allez le voir, nous sommes encore très très loin de ces chiffres. Alors, les chiffres rapportés par l'équipe de Casablanca en 2018 et sur un total de 338 cas, vous voyez, il y a eu l'introduction de l'allogreffe seulement en 2016 et il y a chaque année environ entre 40 et 45 autogreffes réalisées. Les malades qui sont greffés, généralement pour les autogreffes, c'est le myélome qui vient en tête, suivi par le lymphome. Et pour les allogreffes, eh bien, nous avons une population un peu particulière. C'est peut-être le recrutement, il y a un biais de recrutement du service. Les aplasies médulaires viennent en tête. Et c'est vrai, c'est une pathologie qui est relativement fréquente dans notre pays et dans notre région, suivie par les leucémies aiguës et les déficits immunitaires. Il est certain qu'on doit se poser la question pourquoi on n'a pas fait les hémoglobinopathies, sachant que nous sommes un pays de pourtour méditerranéen. Eh bien, tout simplement le recrutement et on n'a pas, il n'y a pas encore, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 cas qui ont été allogreffés dans le centre de Marrakech. Alors, au jour d'aujourd'hui, je vous donne les chiffres et les allogreffes qui ont été réalisées. Donc, à Marrakech, il y a eu 22 allogreffes, mais malheureusement, l'activité est arrêtée depuis 2018. Le centre de Casablanca a réalisé 49 et là aussi, il y a un arrêt de l'activité depuis une année à peu près. Et actuellement, les centres qui ont commencé l'allogreffe en 2021, il y a le CHU Ibn Sina et c'est un service pédiatrique et l'hôpital universitaire Cheikh Zayed, c'est un service qui greffe adultes et enfants. C'est l'activité de la première année était de 9 cas. Et donc, vous voyez ce que je disais tout à l'heure, nous sommes encore loin des chiffres et nous avons encore beaucoup de choses pour offrir ce traitement à nos patients. Alors, le typage HLA, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout à l'heure, Dr. Chintoufi va nous parler plus de ça, mais je veux vous dire un petit peu quel est notre protocole. Alors, pour le typage HLA, à chaque fois qu'il y a un besoin, nous réalisons la classe 1, le A et B, et pour la classe 2, le DQB1 et de RB1. Et à partir de 2020, nous avons commencé à faire les 3 locus, le A, le B et le C. Notre procédure, c'est de commencer d'abord par la classe 1, par un souci d'économie. Et puis, une fois on trouve un donneur qui est compatible pour la classe 1, on continue le typage. Et en cas de compatibilité, eh bien, il y a une deuxième détermination qui est faite pour le donneur, pour le receveur, l'éventuel donneur, et nous faisons les parents parce que nous ne travaillons pas avec la haute résolution et certainement tout à l'heure nous reviendrons
sur ces éléments lors de la discussion. Les bilans pré-greffe sont, on réalise le J-30 et J-15. On travaille selon les recommandations de la Société francophone de greffe de moelle. Les conditionnements, bon, c'est classique. Comme on n'a pas la TBI et le TIETEPA pour les LAL nous donnant du melphalan, parce que c'est une drogue qui traverse la barrière hématoméningée. La prophylaxie de la GVH, elle est faite avec de la cyclosporine et du méthotrexate, classiquement. Aujourd'hui, les laboratoires peuvent réaliser les PCR, CMV, EBV, le dosage de la cyclosporine est mis. Malheureusement, les chimérismes, nous les sous-traitons à l'étranger. Alors, quelques résultats de ces allogreffes. Le laboratoire de Casablanca avait fait une étude sur les 49 premiers cas. Eh bien, on a trouvé un donneur HLA compatible 8 sur 8 dans 28,57% des cas, ce qui nécessite d'avoir d'autres sources de donneurs, commencer l'APLO et avoir des registres ou au moins avoir accès aux registres internationaux. La TRM à 100 jours, elle est 13,5% et c'est un chiffre à améliorer certainement. L'expertise des centres devrait améliorer cette toxicité. Il est certain que c'est un apport considérable. Si je prends que l'exemple des aplasies médulaires, eh bien, c'était des malades pour lesquels, des fois, on n'avait rien à leur offrir, sinon la transfusion. Et comme je disais tout à l'heure, les hémoglobinopathies devraient aussi bénéficier de ce protocole. Les 15 premières aplasies médulaires allogreffées dans le service de Casablanca, ça s'est fait entre 2016 et 2019. La moyenne d'âge, vous voyez, c'est une population qui est jeune et il y a eu un conditionnement classique avec du SAL endoxant et vous voyez que les résultats sont, je dirais, satisfaisants pour cette pathologie. Certainement, c'est à améliorer. La TRM pour cette pathologie, elle est de 14 à 100 jours, de 14,3%. Il est certain que les résultats de la greffe vont dépendre de beaucoup d'autres facteurs, l'infrastructure. Je dirais, c'est une arme à double tranchant. Il faut une bonne infrastructure, un plateau technique pour faire les greffes, mais également c'est un moyen pour améliorer la qualité de soins dans un pays. Et c'était ça qu'on avait défendu, même s'il n'y avait pas tous les éléments. Offrir la greffe et commencer à faire la greffe, certainement, on va améliorer un certain nombre de choses, la supportive care, les examens et ainsi de suite. L'expertise du staff médical, ça nécessite de développer des réseaux avec des équipes d'experts pour justement l'échange et pour l'amélioration, la qualité des collectes des données et bien sûr le programme de formation. Quelques défis et des perspectives pour l'avenir et certainement ce type de réunion est, je dirais, est un moyen aussi d'améliorer et de voir l'avenir, le prochain avenir. Il y a un besoin important pour répondre aux besoins. Il faudrait que ce soit un programme national et non pas un programme individuel. Multiplier les unités de greffe, bien sûr, au moins dans les différents CHU et l'amélioration des plateaux techniques pour pouvoir travailler en sécurité. Les produits sanguins, nous avons des produits sanguins de qualité, c'est ce qui permet de travailler. On n'a pas des produits sanguins avec HLA identifiés. Donc, ça aussi, on devrait travailler. Alors, toujours dans il y a des difficultés d'accès à certains médicaments. Pour vous donner un exemple, ces dernières semaines, il y a un manque de melphalan
au Maroc, injectables. Et donc, beaucoup d'autogreffes pour myélome sont arrêtés. Programme soutenu de formation, je crois, on s'améliore et le programme greffe peut s'améliorer qu'avec la formation. Nous devrions travailler pour réduire les coûts parce que c'est coûteux et on ne peut pas, sachant qu'il y a nous avons des forfaits pour les deux greffes. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 25 000 $ pour l'autogreffe et 60 000 $ pour les allogreffes, pour chaque allogreffe. Le registre, on en a besoin, et bien sûr l'accréditation. Alors, le rôle des ONG est considérable, et d'ailleurs, je crois que tout le monde le sait, et surtout dans des pays comme le nôtre. Pour vous donner une idée, à Casablanca, pour chaque allogreffe, l'ONG qui nous soutenait payait 9 000 $ pour chaque allogreffe, sachant que donc c'est un apport qui est un sixième pratiquement est payé pour améliorer la qualité, enfin la grève pour la sensibilisation. Nous avons organisé des journées pour sensibiliser aussi nos autorités et pour la formation. Nous avons eu l'honneur aussi d'organiser à Casablanca le premier meeting de la Société africaine de greffe de moelle en collaboration avec la WBMT, et c'était une très très bonne réunion qui a permis d'au moins de tisser et de faire entendre nos gouvernants un petit peu de l'intérêt de la greffe. Certainement, ces 2 années nous a appris à travailler à distance, et nous avions commencé avec Saint-Jude pour nos staffs classiques de leucémie aiguë, d'oncologie pédiatrique. Mais je pense que c'est une voie pour continuer. Et je terminerai, c'est pas vraiment une conclusion, mais juste pour dire que peut-être qu'on a montré que c'est faisable, avec de la volonté, avec une adaptation aux conditions locales. C'est nécessaire parce que ça doit faire de l'arsenal thérapeutique, et ça permet la curabilité chez beaucoup de malades, peut-être pas tous, mais et puis on a besoin d'améliorer le plateau technique qui va impacter toute l'hématologie et tous les soins au Maroc, et bien sûr travailler pour réduire les coûts. Je terminerai en remerciant beaucoup de gens. La greffe n'est pas un travail d'individu, c'est un travail d'équipe multidisciplinaire. Et je remercierai beaucoup les patients et les familles parce qu'ils nous ont fait confiance, et surtout quand c'est une activité débutante, les ONG et les différentes équipes, les CHU, les facultés. Je vous remercie et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Ksar, pour cette excellente présentation. Et on va laisser les questions après ma petite présentation permettez-moi de share my screen. Et voilà, donc ma petite présentation, ça consiste les pratiques du laboratoire HLA au Maroc. Le Maroc est un pays de 37 millions d'habitants qui se trouve dans le Nord-Afrique. Il est tout proche de l'Europe. Il a 2 côtes, une méditerranéenne et une sur l'Atlantique, et il est voisin de l'Algérie, de la Mauritanie. La structure par âge de la population, la majorité des Marocains sont jeunes, et on a 67% sont de 15 à 64 ans et 25% de 0 à 14 ans, 7% à peu près 65 ans et plus. La composition ethnique des Marocains, il y a des Arabes et des Berbères à 92%, on a des Africains 3% et des Européens à 5%. Le Maroc, il possède à peu près 300, selon le ministère de la Santé, 349 laboratoires privés
qui œuvrent dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat ou Tanger ou Fès. Et la majorité de ces laboratoires privés, ils peuvent faire le typage pour l'association des maladies. Et pour le reste, ils font envoyer à des laboratoires de référence en Europe. Seuls les laboratoires affiliés au centre hospitalier universitaire sont autorisés à faire du typage HLA dans le cadre des greffes au Maroc. Il y a 7 hôpitaux universitaires avec le rouge où il y a une grande activité de transplantation comparée aux autres. Et puis, il y a l'Institut Pasteur du Maroc qui fait le typage HLA. Alors, pour diriger un laboratoire d'analyse médicale au Maroc, il faut être un médecin et titulaire d'un diplôme de spécialité médicale ou pharmacien diplômé avec une spécialité de biologie. Alors au Maroc, on ne peut pas pratiquer si on a un doctorat en biologie et une expertise en transplantation, en transplantation typage HLA, en immunologie ou whatever, comme aux États-Unis. Donc aux États-Unis, si par exemple vous avez un doctorat en biologie et vous faites une formation de 4 ans dans 2 ans au laboratoire clinique, vous êtes qualifié pour le board américain pour diriger un laboratoire d'analyse, ce qui est un autre problème au Maroc. Alors, la hiérarchie d'un laboratoire type de HLA au Maroc, il y a un directeur du laboratoire qui est médecin biologiste ou pharmacien biologiste parce que c'est la loi et qui doit signer les résultats de HLA. Des techniciens de laboratoire, généralement, ils ont une licence ou une maîtrise en biologie. Et le référent qualité de laboratoire, c'est un licencié en biologie avec un diplôme en qualité de santé. La majorité des laboratoires au Maroc utilisent les techniques sérologiques ELISA, très peu utilisent Luminex. Elles utilisent le test de biologie moléculaire SSO ou SSP. Alors, tous les laboratoires au Maroc ne font pas nécessairement tous ces tests et ils souffrent parfois d'approvisionnement de façon continue et il y a des ruptures de réactifs et même, je dirais, de fonds de fonctionnement. Alors, les techniques ne sont pas réalisées au Maroc. Il n'y a pas de proficiency testing ou de tests de comparaison, évaluation externe, parce que le Maroc, il a une loi qui interdit la réception des échantillons de sang. Le chimérisme se fait pas au Maroc. Il n'y a pas de technique de séquençage ou de nouvelle génération de séquençage qui se fait au Maroc. Et la majorité des tests, comme l'a dit Dr. Koussar, ils sont envoyés en France pour, pour les patients privés ou les patients publics qui sont capables de payer. Alors, le résultat de typage HLA, tous les résultats rendus aux patients sont 2 digits. Il y a aucun laboratoire qui rend 4 digits. La transplantation se fait entre donneurs vivants en général, fratrie, parents, cousins, époux, épouse, à condition qu'ils soient mariés au moins d'1 an. La transplantation, comme disait Dr. Shah, à partir de mort encéphalique, s'est fait depuis 2010. Et puis la greffe de la moelle a été réalisée au Maroc chez 2 cas de déficit immunitaire à Marrakech 2010. Et ce n'est qu'à partir de 2016 que l'activité est reprise au CHU de Casablanca. Alors, comme disait Dr. Xar, en tant que clinicien, il va demander d'abord un typage HLA pour le patient et le donneur potentiel. Par souci d'économie, on va demander juste HLA-A et HLA-B. Maintenant, on a commencé à demander aussi HLA-C. Et s'il y a une compatibilité, alors on fait la classe 2, DRB1 et DQB1. Alors, le DP n'est pas fait dans les laboratoires au Maroc. Depuis seulement 2020, comme je disais, et disait Dr. Sarr, on fait l'allogreffe avec le typage HLA A, B et C. Et donc, avant la transplantation, il y a une deuxième fois, on fait le typage HLA pour détermination, donc pour s'assurer que les résultats sont fiables et valide. Et puis, de préférence, elle est fait dans un autre laboratoire que le premier où le typage a été fait. Alors, les DSA avec titrage des anticorps sont réalisés uniquement par les laboratoires de Rabat et l'Institut Pasteur.
il est certain que pour les patients qui ont les moyens, ils vont faire le typage HLA à l'étranger. Le typage HLA, ça coûte hyper cher au Maroc. C'est à peu près 3 fois le prix que en Nord-Amérique ou en Europe. Alors, selon les statistiques du ministère de la Santé, la transplantation d'organes et de tissus humains a connu une évolution remarquable au Maroc depuis 1990 à 2015. Et depuis, il y a eu 460 greffes rénales. 210 à 200, de 2010 à 2015, il y a eu 220 greffes. De 2015 à maintenant, je n'ai pas trouvé de statistiques, mais Dr. Char, il peut nous éclaircir combien ils ont été faits. Il y a eu une greffe de cœur, 13 greffes de foie, 90 transplantations d'organes à partir d'un donneur décédé, 300 greffes de moelle osseuse et cellules souches, et 63 implants cochléaires pour traitement de la surdité et plus de 3000 greffes de cornée. Alors, les frais relatifs à ces opérations dans les CHU sont couverts par le régime de couverture médicale de base. De plus, la majorité des greffes réalisées dans les CHU sont au profit des personnes démunies inscrites dans ce qu'on appelle au Maroc un régime d'assistance médicale. Et le RAMED. Et donc, voilà, au Maroc, il y a pas mal de défis, mais aussi il y a des opportunités parce que le Maroc s'ouvre maintenant sur les professionnels de la santé internationaux. Ils sont capables de venir au Maroc et de s'installer et établir leur pratique médicale. Ils peuvent obtenir l'autorisation d'ouvrir et d'opérer un laboratoire et ou alors avoir carrément des cliniques. Donc, il y a un grand potentiel pour la communauté internationale et spécialement les membres de HI d'investir au Maroc et aider ce pays à développer les bonnes pratiques de laboratoire HLA et supporter la greffe au Maroc. Comme disait professeur Kshar, au Maroc, un pays comme le Maroc, elle a besoin de faire 1 millier de transplantations par année. Malheureusement, on est loin de ça. Et ce n'est pas les moyens qui manquent, mais plutôt, c'est plutôt les ressources humaines et pratiques et infrastructures pour faire ça. Donc, je m'arrête ici. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les saisir dans la boîte de chat. Je vais stopper ma... Et voilà, donc nous attendons vos questions. Dans le, in chat, Mandy, in the chat, I don't see any question. Do you have anyone? No, it doesn't look like there's any questions right now. Okay. I have one question, Dr. Aziz. Yes. S'il y a une possibilité de collaborer avec les Américains, personnellement, je suis marocain, ok? Okay. Et je connais des Marocains, des cadres dans ce field de d'histocompatibilité and immunogenetics. S'il y a une possibilité de collaborer, personnellement, je suis prêt à de collaborer. S'il y a un déficit, par exemple, le chimerism, we have actually the possibilities, the skills, the expertise, the equipment we can provide with this kind of high complex testing. Merci beaucoup, Dr. Abdelhamid. Dr. Abdelhamid est un Marocain qui est professeur et directeur de laboratoire de HLA à Philadelphia. Je le connais très bien, c'est un grand ami. Et donc, merci beaucoup pour cette question. Oui, tout à fait. Et le Maroc, il y a un grand potentiel. Il cherche le diaspora pour collaborer et développer les techniques. J'ai bien eu notifié que NGS, il y a au Maroc, il y a la machine, mais il n'y a pas le savoir-faire. Et donc, avec Dr. Ksa, nous avons discuté une fois, il y a moyen de développer, on est en train de développer un programme de transplantation au Maroc. Je crois que Dr. Ksa est une des pionnières dans ça.
Et donc, je lui laisse la parole pour nous dire comment elle voit la collaboration internationale dans ce sens. Merci beaucoup. Merci pour la proposition. En tout cas, moi, personnellement, j'aimerais bien vous accrocher tout de suite. Non, je crois que l'hôpital où je travaille actuellement, l'hôpital universitaire Cheikh Zayed, c'est un hôpital privé à but non lucratif. Et ils sont disposés à travailler dans ce sens et mettre en place une plateforme. Donc, moi, je peux remonter l'information à l'administration et organiser des séances de travail et travailler dans ce sens. Comme disait Aziz, le NGS, le matériel, il est là, mais il faut des compétences pour vous donner une idée. Pour le chimérisme, l'hôpital, nous payons pour chaque malade $1000 pour faire le chimérisme. Et dans notre protocole, il y a au moins 4. Donc, le J0, le 30, le 60, le 90 et le 180. Donc, déjà ça, si le malade ne pose pas de problème, et ça nous arrive de faire appel à des ONG pour payer aux patients. Et je sais qu'il y a des compétences, mais soit il n'y a pas de réactifs, soit ils n'ont pas de laboratoire, soit nous, quand on avait commencé en 2016, on faisait les chimérismes à Marrakech. Et un beau jour, Marrakech, le laboratoire a cessé son activité parce qu'il n'y avait pas de réactifs, parce que pour des raisons multiples. Donc, oui, bien sûr, vous êtes le bienvenu. Voilà, Mohamed, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Malheureusement, je suis clinicienne. Je suis un homme de laboratoire. Ah oui. Important. Comme Dr. Chentoufi, vraiment, je suis ravi de vous rencontrer et faire un plan. J'aimerais bien de voir mon pays à l'échelle, comme l'échelle internationale. On a des cadres, on a des gens à travers le monde. Ils ont des expertises extraordinaires qui peuvent transférer nos connaissances à la prochaine génération. Et la science est transférable et nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Merci. Je transmettrai à mon administration et je reviendrai vers vous rapidement. Merci. D'ailleurs, pour aller dans le même sens, aujourd'hui, un laboratoire, si on le crée au Maroc, il va rendre service à toute la région, à tout le continent. Bien sûr. Parce que nous pourrons faire le chimérisme, le typage HLA, ce que nous vivons, nous, au Maroc, les autres voisins, la Mauritanie, tout ça, ils le vivent. Donc, certainement, nous, on pourra réduire les coûts, travailler dans ces sens et tout ça. Donc, oui. Croyez-moi, il y a des opportunités dans ce domaine. Ouais. Dans ce sens, on est en train, le comité international de HI, on est en train de discuter avec le comité de proficiency testing d'établir ce programme au Maroc et voire même établir un centre d'excellence au Maroc de transplantation HLA. C'est une idée qui est très géniale et qui ne va pas servir uniquement le Maroc, mais peut servir toute l'Afrique. Donc, il y a des discussions dans ce sens et on compte sur des experts comme vous, Dr. Sarr, et autres pour réaliser des choses comme ça pour l'intérêt du Maroc et du continent africain. Bon, il nous reste 1 minute pour une dernière question. Bon, je ne vois pas de questions et voilà, on va terminer ici. Merci beaucoup, Dr. Sarr. Merci beaucoup à votre présence ici et votre participation pour tout le monde. Je vous remercie. À bientôt pour un autre webinaire de HI International. Merci beaucoup. Au revoir. merci beaucoup. Merci à vous. Merci.